pour les GPO, il n'y a pas de rôle à installer. C'est un rôle qui est déjà présent dans le serveur dès son installation, mais qui est lié quand même au rôle AD. Après, on peut faire des GPO sans avoir un AD, on peut les faire sur un ordinateur local directement chez vous, mais du coup, ça sera en local appliqué uniquement à l'ordinateur sur lequel vous le faites. Alors que les GPO qui sont liées à l'AD, elles vont être appliquées automatiquement à tous les ordis, enfin, et tous les utilisateurs auxquels on a décidé d'appliquer. Donc, pour trouver les GPO, il faut aller dans Outils, Gestion de stratégie de groupe. Je vais le mettre un peu plus gros. Déjà plus haut. Donc ici, on retrouve notre forêt qu'on avait créée, qui est représentée par la Triforce. C'est là qu'on a la référence. Ensuite, on va dans Domaine et on retrouve notre domaine stan.rf ou celui que vous avez décidé de créer. Ici, on a plusieurs onglets, dont celui qui va nous intéresser au début, l'objet de stratégie de groupe. En fait, on va utiliser d'abord ce répertoire-là pour pouvoir créer notre GPO sans qu'elle s'applique avant qu'on le veuille. Bon. Donc, une fois qu'on est ici, on va faire un clic droit. Nouveau. Et là, on va donner un nom. Par exemple, on va marquer bloc USB. Parce que c'est une des GPO les plus utilisées. Donc, du coup, ici, on la voit. Pour l'instant, on a juste créé l'enveloppe. Maintenant, on va rentrer dedans pour pouvoir faire les modifications elles-mêmes. Un clic droit, modifier. Ici, on voit que dans les GPO, on peut faire des configurations au niveau de l'ordinateur ou de l'utilisateur. Là, en l'occurrence, on va le faire sur l'utilisateur. On va appliquer à l'utilisateur. Donc, on va aller dans les stratégies. Ici, ça va être dans les modèles d'administration, celle qu'on va chercher. Et elle va se trouver dans le système. On va redevenir après un peu sur ce qu'on trouve dans les différents modules. Ici, vous avez encore à l'intérieur du système beaucoup d'éléments sur lesquels on pourra agir. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le premier, l'accès au stockage amovible. Ici, vous voyez qu'il y a plusieurs classes qu'on peut bloquer. Les disques amovibles vont correspondre aux clés et aux disques externes. Après, on voit qu'on peut bloquer aussi, c'est resté d'un ancien temps, même si c'est encore là, les lecteurs de disquettes. C'est-à-dire si l'ordinateur avait encore des lecteurs disquettes, les disquettes seraient plus lisibles, si on décide de l'activer. Pareil pour les CD DVD. Mais après, si on veut être tranquille, le mieux c'est de prendre cette ligne-là. Toutes les classes de stockage
amovible, refuser les accès. Donc tout simplement, on fait un double clic, on fait activer. N'hésitez pas aussi à relire la petite fenêtre d'aide qui vous indique à côté, parce que ça peut vous redonner plus d'informations sur qu'est-ce qui va être bloqué, qu'est-ce que cette règle va gérer. Et ensuite on fait OK. En général, on fait une GPO, une action. On pourrait faire plusieurs actions dans le même, mais après, s'il y a un problème, c'est un peu plus difficile de savoir lequel de règle a créé un problème. Donc en général, on fait une GPO, c'est une action. Donc, au pire, ça multiplie un peu les GPO, mais pour le débugger derrière, c'est plus simple. Voilà. Donc là, on a créé la règle. Maintenant, il va falloir dire à qui va s'appliquer la règle. Parce que par défaut, quand on clique dessus, on voit ici que ça s'applique aux utilisateurs authentifiés. À votre avis, qu'est-ce que sont les utilisateurs authentifiés? Pas exactement. Ceux qui ont un ordinateur avec Mais un peu plus précis que ça, c'est effectivement, bonjour, les utilisateurs authentifiés, ce sont les utilisateurs qui ont un mot de passe pour pouvoir se connecter. Ceux qui n'ont pas de mot de passe pour se connecter sont pas marqués authentifiés parce qu'ils n'ont pas de mot de passe. Non, parce que de toute façon le log il va loguer tout de toute façon. Donc c'est pas le fait que ça soit authentifié, c'est surtout lié au mot de passe. Mais donc de toute façon après, du coup, comme ils sont avec le mot de passe, ils sont dans l'AD, donc après les fichiers, on peut savoir ce qu'ils ont modifié potentiellement. Donc voilà. Maintenant, par exemple, bloquer les ports USB, on va vouloir le faire que à ceux qui ne sont pas administrateurs. Parce que vous, en tant que technicien qui êtes administrateur du système et tout, vous pouvez avoir besoin de brancher une clé USB avec des scripts dessus ou des outils de maintenance. Donc ici, on va faire supprimer l'utilisateur authentifié, parce que l'utilisateur authentifié inclut tous les utilisateurs de l'ordinateur, qu'ils soient administrateurs ou pas. Donc on va faire supprimer. Et là, on va faire ajouter. Donc là, du coup, je vais prendre directeur. Je vais prendre vente, par exemple. Oui, mais l'utilisateur du domaine, normalement, inclut aussi les administrateurs. Les administrateurs sont aussi partie de l'utilisateur de domaine. Donc, c'est pour ça que tu es obligé de remodifier. Sinon, il faut créer un groupe administrateur, non administrateur. Un groupe personnalisé. Ou sinon avec les EU. On peut aussi avec les OU, on va le voir. On peut manipuler comme ça. Mais là, je le fais pour l'instant avec le. Mais on va voir qu'on peut gérer de plusieurs façons. Par contre, c'est le jour qui ne le trouve pas. Ah, si. Ah, d'accord, c'est parce qu'il fallait le faire en seul à la fois. Ok. Donc des fois, on va pouvoir mettre plusieurs à la fois, des fois non. Donc, voilà. Donc là, ma GPO, comme je l'ai précisé, va s'appliquer à directeur et à vente. Uniquement à eux. Donc là, maintenant, comme je vous ai dit, quand on est dans l'outil stratégie de groupe, on prépare la GPO, mais pour l'instant, elle ne veut pas être appliquée parce qu'elle est dans une boîte à part, on va dire. Maintenant, on veut utiliser la GPO et qu'elle s'applique à tout le domaine, à tout notre domaine. Donc là,
rien de bien compliqué. On fait un clic droit. Et on va faire ici lier un objet de stratégie de groupe existant. Parce qu'on vient de créer notre outil, notre objet. Donc ici, je clique sur bloc USB, parce que c'est celle que je veux relier. Et là, on voit que maintenant, elle est ici. Elle est bien en dessous de notre domaine. Elle reste dans objet de stratégie de groupe, parce que lui, c'est un stockage. Voilà. Maintenant, donc, elle est en place. Par contre, il ne faut pas oublier qu'en réalité, elle ne va pas être appliquée instantanément dès qu'elle est placée dans ce répertoire. Il y a un délai avant qu'une GPO se mette en route. C'est pour ça qu'il y a une commande à utiliser dans le CMD gp update /force. Je vais la noter dans le bloc-notes pour que vous voyez en plus gros. Donc, gp update /force va permettre de forcer les GPO à se mettre en route. Parce que sinon, je crois que le timing, je crois, c'est 45 minutes avant que ça se mette. À moins qu'ils aient changé, mais enfin, j'avais en tête 45 minutes. Bah, c'est pas instantané. Donc, prenez l'habitude quand vous faites les choses dans les exercices de mettre le GP update /force. Donc là, je vais le lancer. Voilà. Donc là, il met à jour les stratégies. Stratégie ordinateur et stratégie utilisateur. Donc là, il a mis à jour. Donc ça veut dire qu'il a bien appliqué les règles. Oui. Le GP. Avant le CMD. D'accord. Donc, comme j'expliquais ici dans l'objet stratégie de groupe, c'est juste une boîte de stockage dans laquelle tu as créé tes règles. Maintenant, il faut déplacer cette règle du stockage vers le domaine lui-même. Donc pour faire ça, on clique sur le domaine ou comme on verra après sur l'OU et on fait lier un objet. Et après, on retrouve toute la liste des GPO qui sont liés. Donc on choisit celle qu'on veut déplacer. Et on fait OK. Bon, là, forcément, j'ai un message, il me dit que ça existe déjà. Voilà. Et après, on fait notre commande gp update /force. Donc maintenant, on peut déjà tester celle-ci. On prend une de nos machines virtuelles, peu importe laquelle, puisque les deux ont été reliés au domaine. Donc les deux vont reconnaître notre utilisateur. Bon, j'avais déjà vendu en dernier, donc je vais me reconnecter dessus. Alors, il fait sa synchronisation de son profil itinérant. Voilà. Et apparemment, il y a eu un problème de synchronisation.
Donc là, je vais essayer de mettre ma clé. Donc là, quand vous mettez une clé USB sur votre machine physique, vous avez ça qui apparaît. Il vous demande du coup si on veut le connecter à l'autre, c'est-à-dire la machine physique, ou si on veut le connecter à une des machines virtuelles. Donc là, en l'occurrence, on va le connecter à une machine virtuelle. Et sur la Windows 10 1D, puisque c'est celle où on est. Et donc là, on peut s'apercevoir qu'elle n'apparaît pas. Maintenant, je vais la retirer. Je vais me déconnecter. Et je vais me connecter en tant que Stan, qui est administrateur et qui n'est pas dans la liste de ceux qu'on a bloqués. Donc forcément, il crée la session, puisque je ne l'avais pas connecté encore. L'avantage aussi du profil itinérant, du coup, ça vous évite d'avoir cet écran-là à chaque fois que vous connectez un nouveau PC. Vous l'avez sur le premier PC auquel vous connectez, mais après les autres, vous n'avez plus cet écran-là. Voilà. Et là, on voit bien que là, j'ai ma clé de 64 Go qui est apparue instantanément. Donc, ce qui montre bien qu'il ne l'a appliqué que à l'utilisateur vente et directeur parce que c'est les deux que j'avais choisis. Donc après, vous choisissez les utilisateurs auxquels vous l'appliquez. Sachant que là, j'ai mis 2 utilisateurs indépendants, j'aurais pu effectivement utiliser un groupe pour le faire. Ça serait appliqué à tout le groupe non administrateur, par exemple. Ou si on avait créé un groupe vente avec une dizaine de personnes, bah, ça serait appliqué automatiquement aux 10 personnes qui étaient dans le groupe vente et qui s'appliquerait du coup à toutes les personnes qui seraient rajoutées par la suite dans le groupe vente. Donc déjà, ça c'était la première. C'est une des plus utilisées en entreprise de règles. Et après, je sais que quand j'avais passé mon examen, du coup, devant le jury, j'avais dû créer cette GPO, notamment. Mais bon, de toute façon, c'est une que je vous demanderai régulièrement de mettre en place. Donc vous allez finir par savoir où elle est. Après, comme disait votre camarade, il y a une autre façon de gérer également. Au lieu de mettre, on va la retirer. Donc là, si on veut supprimer une GPO, on fait un clic droit dessus, supprimer. Mais elle reste quand même de toute façon dans l'objet stratégie de groupe. Elle reste stockée là-bas quand même. Maintenant, l'autre possibilité, oui, après on n'a plus qu'à la redéplacer. Donc du coup, maintenant, l'autre possibilité de gérer ça, comme je vous avais montré qu'on pouvait créer
des dossiers et des sous-dossiers à l'intérieur de la gestion des utilisateurs. C'est-à-dire si je me mets sur mon domaine, clic droit, nouveau, unité d'organisation ou OU, Organizational Unit, on va créer un qui va s'appeler vente par exemple. Non, on va appeler non admin. Et on va créer un autre qui va s'appeler admin directement. Donc maintenant on va dans nos utilisateurs, c'est là qu'on retrouve les personnes qu'on a créées. Donc là on va prendre directeur, employé, employé 2, secrétaire et vente. Ceux-là, c'est ceux qu'on a dit qui n'étaient pas administrateurs par les droits que j'avais demandé de créer. Donc une fois qu'on les a choisis, on va faire glisser dans le groupe non admin. Donc là, il vous dit qu'il peut y avoir des problèmes si l'utilisateur est déjà en cours de connexion et tout. Donc en général, si on les déplace comme ça, c'est avant qu'ils soient connectés ou après qu'ils aient été déconnectés. Si par exemple, vous glissez vers un mois et demi, et que vous avez un espace pour les déconnecter, Ça va pas les déconnecter, mais après ils risquent de se retrouver quand les GPO vont se mettre en place avec des conflits potentiels. Donc par exemple, ils avaient accès à un répertoire et qu'on bloque plus ou moins l'accès à ce répertoire ou à une application, s'ils referment l'application, après ils pourront pas la rouvrir. Donc ça risque d'entraîner un peu des bugs ou des choses qui vont être un peu qui risquent d'être potentiellement bancales le temps qu'ils soient bien déconnectés et que tout soit remis en place. Et après, du coup, bah, Stan et administrateur, on va les mettre directement dans le groupe admin. Voilà. Donc là, sachant que les répertoires, vous pouvez en faire autant que vous voulez, et on peut mettre des sous-répertoires à l'intérieur du groupe non admin. Par exemple, ici, je peux faire nouveau OU, qui va s'appeler vente. Vendeur. Et un nouveau qui va s'appeler direction. Et dedans, bah, dans vente, je vais mettre tout ce qui est vendeur. Et dans direction, je vais mettre le directeur. Et ça, vous pouvez en faire autant que vous voulez en fonction de votre organisation. Parce que par exemple, si vous êtes dans un truc qui est gros comme entreprise, mais qui regroupe un peu tout, vous pouvez vous retrouver avec des OU qui sont des pays et après des villes ou des succursales comme sous-OU. Oui. juste pour expliquer quand il applique une nouvelle stratégie, est-ce qu'on se fait l'afficher pour que GPU Non, il met juste qu'il a mis à jour. Non, non, il dit pas. Non. Il dit que ça a bien été mis à jour le catalogue utilisateur et ordinateur. Il met pas le détail des nouvelles GPO qui sont mis en route. Après, peut-être que il y a peut-être une commande en plus du slash force qui permet de le dire. Oui, mais c'est possible, mais je pense que tu dois avoir une commande à rajouter en plus du slash force, genre un slash V ou un slash verbose, qui va mettre plus de détails souvent. Donc là, il faut regarder l'aide de la commande GP Update. Donc là, on a fait nos réglages dans les utilisateurs et les ordinateurs. On va retourner dans notre stratégie de groupe. Et ici, maintenant, vous voyez,
qu'on a le groupe admin et qu'on a le groupe non admin avec directeur et vendeur. Maintenant, du coup, si mon blocage d'USB, je ne veux l'appliquer que au non admin, je vais faire un clic droit sur non admin, je vais refaire à nouveau lier un objet et je vais cliquer sur bloc USB. Sauf que la différence, c'est qu'ici, je vais enlever directeur et je vais enlever vente. Et maintenant, je vais remettre le groupe qui était à la base, le groupe utilisateur authentifié. Là, je peux le remettre parce que du coup, ça va s'appliquer aux utilisateurs authentifiés qui sont dans le groupe non admin. Donc du coup, étant donné que l'administrateur et Stan ne sont pas dans le groupe non admin, ils ne seront pas affectés par la GPO. Donc c'est une autre façon aussi qui est assez courante en entreprise de gérer des GPO en fonction des rôles ou en fonction de son type d'appartenance. Voilà. Et après, par exemple, on va en créer une autre de GPO maintenant. Bloc CMD. Donc là, on va bloquer l'accès à la ligne de commande à ces utilisateurs-là. Un utilisateur qu'on va décider. Donc là, on va dans modifier. Donc toujours, on va l'appliquer stratégie de modèle d'administration à l'utilisateur, puisque c'est les utilisateurs qu'on veut bloquer. On retourne à nouveau dans système. Et ici, on a désactivé l'accès à l'invite de commande. Donc, si on fait ça, on l'active. Après, il y a marqué ici les scripts d'invite de commande. Est-ce qu'on les bloque ou pas? Donc ça, en général, on peut commencer par oui, mais ça va dépendre si votre entreprise lance des scripts au démarrage de la session de l'utilisateur. Donc si elle lance des scripts au moment du démarrage de l'utilisateur, à ce moment-là, il faut laisser sur non. Donc par défaut, si vous avez un doute, vous faites non, vous renseignez auprès de votre administrateur ou savoir s'il y a des scripts qui se lancent. Mais en même temps, s'il n'y a pas de script qui se lance, ça peut renforcer la sécurité de désactiver également les scripts. Puisque les scripts, comme on va voir, on peut faire beaucoup de choses et potentiellement des dégâts avec, ça dépend. Voilà. Et ici, donc là, bon, on ne l'a pas mis dans celle-là, mais qui peut être important aussi, c'est de bloquer l'accès aux outils de modification du registre. Donc là, si on lit le détail, on bloque regedit qui permet de modifier la base de registre. La base de registre, c'est un élément très important puisque c'est lui qui contient toutes les informations de réglage et de fonctionnement de votre appareil. Donc si elle est endommagée ou modifiée de la mauvaise façon, ça peut provoquer des gros dégâts ou des dysfonctionnements qui peuvent poser des problèmes. Donc là, on ne va pas l'activer sur celui-là, mais c'est un autre élément qu'on peut gérer. Donc voilà. Là, je la referme. Si je regarde du coup le bloc CMD, on voit que par défaut, ça s'applique aux utilisateurs authentifiés. Donc maintenant, je vais l'appliquer juste à vendeur. Donc bloc CMD.
je refais mon GP Update. Si vous n'avez pas fermé encore votre fenêtre de CMD, vous pouvez utiliser la flèche du haut pour revenir sur des commandes précédentes. Donc comme ça vous évite de retaper la commande en entier. Oui, c'est ça. Là, j'efface, je fais la flèche du haut, elle réapparaît. Et vous pouvez voir toutes les autres commandes que vous avez faites. Bon, ici, j'en ai lancé qu'une, donc on n'en voit qu'une. Oui, c'est ça, dans l'ordre que tu as lancé. Enfin, dans l'ordre inverse. C'est-à-dire la dernière, l'avant-dernière, et ainsi de suite. Et de toute façon, ça, vous allez vous en servir parce que ça peut faire gagner du temps, surtout qu'après, on va faire du Linux. Donc, le Linux, c'est quasiment que de la ligne de commande en grosse partie. Donc, des fois, de relancer des commandes avec la flèche, ça sera plus rapide que de retaper. Donc, je relance mon GP Update. Pendant ce temps-là, je vais peut-être déconnecter déjà. Ok. Donc voilà, il me dit que normalement c'est appliqué. Donc là, je vais aller sur directeur. Pour faire un test. Et après, on ira sur vente pour confirmer qu'il n'y a bien que vente du coup qui est bloqué. Un petit peu de synchronisation. Donc là, on voit qu'il a bien accès au CMD avec direction. Donc, du coup, je vais me déconnecter. Et du coup, je vais me connecter avec vente. Les petits points de synchronisation sont un peu lents. Voilà. Donc là, il le lance, mais il dit que la vitre de commande a été désactivée. Donc, il n'a pas accès au CMD. Donc, on voit bien que du coup, il s'est bien appliqué que dans le sous-répertoire vendeur, parce qu'il y a l'utilisateur vendeur qui est dedans, même si on a laissé sur utilisateur authentifié, qui regroupe tous les utilisateurs, y compris les utilisateurs admin. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger non plus les OU pour pouvoir régler différentes choses et adapter à qui on veut les régler. Donc ça, bloquer le CMD, c'est une autre règle de GPO qui est couramment utilisée. Après, on peut aller un peu plus loin aussi, encore. Donc, on va en créer une autre, les trucs classiques. On va bloquer le PowerShell en plus, parce que du coup, on a bloqué la vitre de commande. Mais comme je vous ai expliqué, la vitre de commande, les commandes de la vitre de commande fonctionnent sous PowerShell. Et PowerShell a encore plus de possibilités
d'interaction avec les choses. Donc du coup, on va le bloquer. Sauf que lui, le PowerShell n'est pas dans les règles standards de blocage. Donc il faut faire un petit peu différemment. Mais pas beaucoup. Donc, toujours pareil, stratégie, modèle d'administration, système. Et ici, de ne pas exécuter les applications Windows spécifiées. Donc, on active. Par contre, après, il faut connaître juste le nom du logiciel. Donc là, par exemple, pour PowerShell, on fait un clic droit, ouvrez l'emplacement du fichier. Donc là, il vous ramène sur un raccourci. Il faut aller dans Propriétés, maintenant du raccourci. Pour savoir que le nom, il s'appelle PowerShell. Après, on peut prendre tout le chemin aussi. Après, vous n'avez pas forcément besoin du chemin. Il faut connaître le nom de l'application. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, c'est ça. Ouais, c'est Win32 Calc. Donc là, vous pouvez juste prendre l'application elle-même, sans le chemin complet. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, il va bloquer quand il va détecter le processus. Dans le gestionnaire de tâches, je vous avais montré qu'il y avait les applications en route et les processus. Donc du coup, quand il va détecter le processus qui s'appelait Win32 Calc, il va le bloquer. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas forcément besoin du chemin. Donc voilà, là on l'a créé. On va l'appliquer aussi juste à vendeur. On n'a pas envie qu'il fasse beaucoup de choses là, on est sûr qu'il ne veut pas qu'il nous embête. Et toujours pareil, le GP Update force. Donc tant qu'il vous dit que ça s'est terminé sans erreur, c'est que c'est bon. Donc là on était déjà connecté avant. Normalement, ça devrait pas se mettre en route instantanément. Voilà, vous voyez que là pour l'instant, j'ai encore accès. Parce que les GPO, il les lit en fait au moment où votre utilisateur se connecte. Donc si votre utilisateur est déjà connecté, les GPO ne vont pas se mettre en route instantanément. Il faut d'abord le déconnecter. Ou même s'il se met en veille. Non, si ça se met en veille, il n'est pas déconnecté. Il sort, il se met en verrouillage, mais il n'est pas déconnecté lors de la mise en veille. Il faut vraiment faire se déconnecter. Donc du coup, même si vous mettez le GP update /force, si l'utilisateur, tant que l'utilisateur n'est pas déconnecté, il aura toujours accès à ce qu'il avait droit. Donc là, maintenant, je relance PowerShell. Hein,
l'application de calculatrice installée. Accessoires Windows. Ah d'accord, c'est... Ok, c'est la première fois que je vois ça, la calculatrice n'est pas installée dans... n'est pas installée. Par contre, je ne sais pas pourquoi il n'a pas appliqué PowerShell. Bon, je l'avais appliqué au 86. Bon, je vais vérifier pour le PowerShell, mais il ne l'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû, surtout qu'en plus on a mis le chemin, donc on va le déconnecter. Je l'ai bien mis au bon endroit. Ah, GPO. Ouais, je l'ai bien mis dans vendeur. Là, il y a dans stratégie, administration, système, empêcher. Ah, bah. Attends, je peux le faire PowerShell. Bah. J'avais bien coché pourtant tout à l'heure. Bon, je ressens, je sais pas pourquoi il m'a pas pris en compte mon choix. Application, là, il est bien. Je l'ai pas fait OK. Bon, un peu, j'avais dû oublier de faire un OK quelque part. Activer. Le PowerShell, OK. Donc, je recommence comme quoi il ne faut pas oublier de faire un OK. Apparemment, j'avais oublié de faire un OK, il n'avait pas pris du coup les applications que j'avais mis. Hein? Ouais, donc hein? Du coup, j'avais oublié de faire dû faire oublier de faire un OK pour activer la truc, pour valider, et du coup, il m'avait pas pris en compte les éléments. Donc c'est pour ça que ça n'a pas pu marcher. Donc du coup, on va réessayer. Avec le bon mot de passe. Donc là, normalement, j'avais bloqué Regedit. Voilà. Là, vous voyez, j'avais bloqué Regedit, je peux même pas cliquer dessus. L'éditeur de registre, là, je peux même pas cliquer dessus, il le voit, mais quand je clique dessus, ça fait rien. Ça n'a même pas de message. Et si je fais PowerShell, pareil. Là, on voit que ça a bien marché. C'est juste que j'avais dû oublier de faire OK la première fois pour valider ce que je voulais. Mais là, du coup, c'est bon, ça marche, on peut même pas le lancer. Donc quand on clique dessus, ça fait rien. Donc ça veut dire qu'il n'a pas l'autorisation de faire quelque chose avec. Non, ça dépend des GPO. Il y en a qui mettent des messages, il y en a d'autres pas forcément. Des fois, quand je fais cette règle-là, des fois ça met un message, des fois non. Donc, Mais bon, le principal, c'est qu'il ne puisse pas lancer l'application.
C'est le principal. Donc voilà, ça c'est les trucs classiques. Donc après, dans les trucs classiques, par exemple, comme j'avais dit, on peut appliquer, par exemple, un papier peint à un groupe ou un utilisateur en particulier. Ça, c'est un truc qui se fait régulièrement aussi en entreprise. L'entreprise a ses fonds propres au fond d'écran et il les applique directement à tous les ordinateurs. Donc, pour faire ça, on va faire une nouvelle GPO. Jusque là, la papier vente. Donc là, toujours pareil. Par contre, avant d'aller sur le GPO, il faut déjà récupérer une image. Là, je passe, je fais fond d'écran. Hein? Peu importe, faut qu'elle soit en PNG, BMP ou JPG. C'est les trois formats qu'il va prendre en compte. Hein? Normalement, après, oui, il existe d'autres formats, les GIF, les RAW, les trucs comme ça, il y en existe d'autres. Bon, c'est les plus communs quand même. Mais par exemple, du TIFF, il va pas le prendre. C'est un truc qu'on peut trouver assez régulièrement. Ou le WebP. Donc là, bon, on va aller, je sais pas, ça, par exemple. Hein? Non, parce qu'on va voir qu'on peut aussi, dans la même GPO, bloquer le fait qu'il ne puisse pas modifier le fond d'écran. Vous pouvez me la charger ou pas? Oui. C'est bon. Donc là, je récupère ma photo. Je l'amène du coup dans mon serveur. Je vais la mettre sur le deuxième disque. Voilà. Là, comme je vous disais, des fois ça arrive qu'on ne sait pas pourquoi le deuxième disque il n'a pas envie de le remonter automatiquement. Vous vous souvenez qu'hier on avait bien mis un deuxième disque. Donc dans ces cas-là, il faut retourner dans le gestionnaire de disque. Et le remettre en ligne. Donc là, je vais faire un répertoire qui va s'appeler GPO. Ce répertoire-là, comme pour les profils, il faut le partager. Donc partager à tout le monde en lecture. Parce qu'il faut que l'utilisateur sur lequel vous voulez l'appliquer puisse accéder à ce répertoire-là. Donc du coup, vous êtes obligé de le partager. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre en modification. Juste en lecture, ça suffit. Et là, on colle notre image. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est de modifier le nom pour mettre un nom court. Parce qu'après, vous allez être obligé de retaper le nom. Donc si le nom que vous avez mis à votre image est très long, vous risquez de faire des erreurs de frappe. C'est moins pratique. Donc là, je vais l'appeler vente. Tout simplement. Maintenant, je vais récupérer, comme on a fait pour les profils itinérants, le chemin de réseau. Et je peux retourner du coup maintenant éditer la GPO. Ici toujours configuration de l'utilisateur, stratégie, modèle d'administration. Et ici on va aller dans bureau maintenant. On ne va pas aller dans système. Puisque les papiers peints sont appliqués sur le bureau. Et on va aller à nouveau dans bureau une deuxième fois. Donc
Ici, il y en a deux qui vont nous intéresser. Le premier, c'est papier peint du bureau. On l'active. Et ici, on colle notre chemin réseau. On remet un anti-slash. Et on va taper vente.jpg pour dire que c'est ce document-là qu'on veut appliquer. Et après, ici, on va activer celle du dessus pour interdire les modifications. Donc, ça veut dire que la personne ne pourra pas modifier le papier peint. C'est-à-dire le fond d'écran que vous avez choisi, la personne ne pourra pas le modifier. Hein? En entreprise, il y en a qui le font. Quand j'étais à Conforama, le fond d'écran, c'était un fond d'écran et marqué en gros Conforama dessus. Genre pour être. En plus, une station. En plus, c'est un statut juridique et tout. Donc, je sais pas. Je le montre parce que ça peut être des trucs potentiellement qu'on peut vous demander. Voilà. Et donc là, normalement, comme avant, on va l'appliquer à notre répertoire vendeur. Lui, il n'a pas de chance, hein. Il se prend tout. Donc, lié, on va mettre papier vente. Là, par exemple, j'avais fermé mon CMD. Du coup, je vais pas retrouver ma commande. Par contre, sur PowerShell, il mémorise les commandes même si vous avez fermé le PowerShell. Il mémorise un certain nombre de commandes, même si vous fermez le PowerShell, vous pourrez retrouver les commandes après, en le rouvrant. C'est quoi les commandes que tu as utilisées? Non, les commandes que tu as tapées toi. Si tu fermes le PowerShell et que tu le rouvres, tu vas retrouver les anciennes commandes que tu as tapées. Toutes? Ouais. Peut-être pas toutes, mais il y a une limite, mais je sais pas à combien elle est exactement. Au moins une vingtaine, hein, de commandes. Oui. Si tu connais un petit peu la commande, après, non, avec le CMD, on peut taper help. Et help, ça va vous donner une partie de commande déjà. Il n'y a pas forcément tout, mais ça vous donne quand même déjà pas mal de commandes pour essayer de les retrouver. Et après, help GP. Non, il n'y a pas reconnu. Je regarde ici avec le. Non. Mais voilà, on peut si on tape juste help dans le CMD, on peut retrouver déjà pas mal de commandes. Donc, on revient sur notre pauvre vendeur. Et voilà, on voit que du coup le fond d'écran a bien été appliqué. Ouais. Par exemple, je forme mon ordi, une machine de PS ou de publicité, il y a une application, alors c'est tout. Pour par exemple une publicité. Pour une publicité. Ou dans les panneaux de SNCF, il y a que la file des trains, du coup ils ont lancé une seule application et qui peut l'accéder. Les autres En fait, en réalité, normalement, derrière les écrans, c'est relié quand même du coup à un ordi. C'est juste que c'est cet affichage-là qui est en affichage sur cet écran-là. Mais potentiellement, si vous voulez afficher une autre application que l'horaire des trains sur cet écran-là, il pourrait. Donc, comme des machines, des caisses, il y a l'application
Ah, les machines de caisse, oui, des fois après, ça dépend si c'est un système spécifique à la caisse, parce qu'il y a des caisses où c'est pas du Windows dessus, c'est un système spécifique. Mais sinon, si c'est un Windows, bah oui, c'est que l'application, elle est en plein écran devant. Non, il n'y a pas que l'exemple des caisses, par exemple, dans la poste, ils ont qu'une seule application pour gérer des trucs qui appartiennent à la poste. Ils Oui, n'ont pas le droit d'installer oui, des bah logiciels ou d'accéder même à Windows. oui. Mais ça peut être géré par les GPO ou ça peut être géré par le fait que l'application, de toute façon, elle est bloquée en plein écran et en écran avancé et que de tout, ils ne peuvent pas faire d'autres raccourcis que celle de la commande. Après, les logiciels spécifiques, ça dépend comment ils ont été conçus ou quoi. Là, c'est Mais pas à travers Windows. ça peut l'être à travers les GPO. Parce que du coup, si tu dis qu'ils ne peuvent pas lancer l'Explorer et tout, tu peux demander dans la GPO de bloquer l'explorateur de fichiers. L'Explorer de Windows, tu peux demander à le bloquer. Et comme ton application, elle va démarrer automatiquement, du coup, ils pourront accéder que à cette application-là. Ils ne pourront pas appliquer à autre chose et tu peux désactiver le contrôle là-dessus, tu peux le désactiver. Tu peux désactiver la corbeille, on peut désactiver beaucoup de choses avec les GPO. Donc après, je te dis, les logiciels spécifiques, je ne peux pas garantir que ça soit forcément par des GPO. Parfois, le navigateur web, Hmm. à travers le serveur, il peut Ouais. afficher. Après, il peut y avoir aussi, ça c'est une fonction qu'on va pas voir mais qui existe, c'est quand on a vu sur le serveur, il y avait le choix entre installer un rôle ou installer un bureau plus ou moins à distance. Donc avec un serveur, on peut créer en fait ce qu'on appelle plus ou moins un peu à la façon d'un client léger, c'est-à-dire que quand la personne va se connecter avec son identifiant, elle aura accès que à certaines applications et pas à autre chose que ce à quoi elle est autorisée. Donc ça peut être aussi ce même principe qui est mis en place. Donc euh, c'est Windows qui tourne derrière, mais en décalé et qui est verrouillé sur certaines applications uniquement. Donc après, ça va dépendre du logiciel qu'ils utilisent et de comment l'application a été conçue. Donc là, c'est des spécificités de programme métier que je connais pas, donc je peux pas garantir. Non, juste à travers Mais ça peut être à travers les GPO. Ça peut être à travers la GPO en disant la GPO, on peut dire que quand cet utilisateur se connecte, ça lance automatiquement telle application et toutes les autres applications, en gros, sont verrouillées. Donc ça fait qu'il ne peut utiliser que cette application-là. Ce qui évite qu'il ait cliqué ailleurs et que ça pose des problèmes. Il y a plusieurs possibilités. Donc après, ça dépend comment ça a été conçu. Mais avec une GPO, on peut déjà bloquer toutes les applications à part une si on veut. Et on peut demander à ce que cette application soit lancée automatiquement quand la session démarre. Donc ce qui fait que ton application ne sert qu'à une chose, quoi, ton ordi. Mais qu'après, un technicien, s'il a besoin, il peut intervenir sans être bloqué par ce programme. Puisque lui, il ne sera pas dans le même groupe, qu'il ne sera pas dans la même OU que la personne qui se connecte. C'est pour ça que les OU sont très importantes pour gérer les autorisations et qui a droit d'accéder à telle ou telle chose pour lancer tel ou tel programme. Ça, on va descendre un petit peu. Hein? C'est ça, si c'est mal géré, si c'est mal organisé, ça peut vite effectivement être le bazar. Donc voilà. Là, bon, pour les quelques trucs standards, on va prendre la petite pause, je vais lancer la truc. Juste après, on va redescendre. Je vais vous montrer un peu quelques options qui sont possibles, sans forcément les appliquer. Et après, je vais vous montrer du coup la GPO d'installation de logiciel. Elle n'est pas beaucoup plus complexe, mais il y a des petits détails quand même à bien faire attention pour la bonne application.